Le brouillard s'accrochait profondément au Neckar ce matin-là de novembre, lorsqu'Isabelle Mercier s'éveilla pour la dernière fois en femme libre. Elle ne le savait pas, bien sûr. Personne ne sait quand la vie bascule irrévocablement, quand le dernier moment de la normalité s'écoule et que tout ce qui suit ne sera plus que ruine. Heidelberg reposait silencieusement sous une couverture de brouillard gris. Le vieux pont disparaissait à moitié dans la brume. Les tours du château s'élevaient comme des fantômes au-dessus de la ville. Il était juste après 6 heures et Isabelle était déjà debout dans la cuisine de sa villa, sur le Philosophenweg, l'une des adresses les plus convoitées de la ville. La maison était un rêve de verre et de pierre claire, moderne et pourtant harmonieusement intégrée dans l'environnement historique. Laurent l'avait achetée 5 ans auparavant, quand son entreprise immobilière avait connu son grand succès. Laurent, son mari depuis 12 ans, le père de leur fille, Sophie, l'homme qui dormait encore à l'étage et ne voulait pas se lever. Isabelle se versa un café et regarda par les baies vitrées le jardin. Les roses qu'elle avait plantées au printemps étaient depuis longtemps fanées. Tout paraissait gris et sans vie sous cette lumière matinale. « Comme mon mariage », pensa-t-elle, et chassa immédiatement cette pensée. Ce n'était pas le moment pour de telles réflexions. Elle avait un important plaidoyer à 9 heures, un procès commercial qui nécessitait toute sa concentration. À 35 ans, Isabelle Mercier était l'une des avocates en droit commercial les plus prospères de la région. Son cabinet, qu'elle avait fondé 7 ans auparavant, employait désormais 12 avocats et servait des clients de toute la région de Bade-Württemberg. Elle était réputée pour ses arguments tranchants, sa préparation méticuleuse et sa capacité à remporter même les causes les plus désespérées. Le système juridique était son domicile. Elle connaissait chaque règle, chaque exception, chaque précédent. Personne ne pouvait la battre sur ce terrain. Comme c'était ironique que justement cette connaissance allait bientôt être sa condamnation. Sophie descendit l'escalier, encore en pyjama, les cheveux ébouriffés par le sommeil. À 15 ans, elle était déjà aussi grande que sa mère, mais elle avait hérité des yeux foncés de Laurent et de son menton marqué. C'était une fille silencieuse, réfléchie, souvent perdue dans son propre monde. « Bonjour, maman ». Sophie l'embrassa rapidement sur la joue et tendit la main vers le jus d'orange. « Tu dois te dépêcher, mon cœur. Le bus scolaire arrive dans 40 minutes. Je sais, papa est déjà réveillé ?» Isabelle hésita un instant. « Je ne crois pas. Il est rentré tard hier. »« Encore » murmura Sophie, mais sa voix ne semblait pas accusatrice, seulement fatiguée. C'était un ton qui montrait qu'elle s'était habituée à l'absence de son père. Laurent Fontaine était un homme très occupé. Son entreprise immobilière avait massivement expandu ces dernières années, avec des projets à Mannheim, Karlsruhe, même Francfort. Il voyageait beaucoup, était souvent sur des chantiers, dans des réunions, à des dîners d'affaires. C'est du moins ce qu'il disait. Isabelle avait cessé de questionner ses explications à un moment donné. C'était plus simple ainsi. « Je vais prendre une douche », dit Sophie, et elle disparut à nouveau vers le haut. Isabelle resta seule à la cuisine. Elle prit son téléphone et fit défiler les messages. Un message de son assistante concernant le rendez-vous d'aujourd'hui. 2 emails de clients. Et puis, tout en bas, un message d'un contact enregistré uniquement sous la lettre D. « Je ne peux pas te voir aujourd'hui. Je dois annuler. Désolé. » Isabelle fixa les mots. Ses doigts planaient au-dessus de l'écran, prêts à répondre, mais elle rangea son téléphone. Pas maintenant. Pas ici. Elle pouvait réfléchir plus tard à ce que ce message signifiait, pourquoi Damien annulait soudainement, si cela avait quelque chose à voir avec ce qui s'était passé entre eux. Damien Lacroix, l'entraîneur personnel qu'elle avait rencontré il y a 8 mois à la salle de sport. En fait, elle cherchait juste un moyen de réduire le stress qui s'était cristallisé dans son corps, comme une douleur chronique. Les heures de travail interminables, le mariage froid, le sentiment d'être piégé dans une cage dorée. Damien lui avait montré comment respirer correctement, comment soulever des poids, comment sentir son corps. Et à un moment donné, elle ne savait plus exactement quand. Il lui avait montré comment se sentir à nouveau vivante. C'était mal. Elle le savait.
En tant qu'avocate confrontée quotidiennement aux conséquences des erreurs humaines, elle savait exactement combien ces affaires étaient dangereuses. Mais elle l'avait fait quand même. Parce qu'elle aspirait à quelque chose que Laurent ne pouvait plus lui donner, ou ne voulait pas. À 6h30, Isabelle monta se préparer pour le travail. Elle passa devant la chambre dont la porte était fermée. Normalement, elle aurait frappé, aurait réveillé Laurent, lui aurait dit que le café était prêt. Mais ce jour-là, elle hésita. Quelque chose la retenait. Peut-être était-ce le silence qui s'échappait de la chambre. Peut-être était-ce un instinct qu'elle ne pouvait pas nommer. Elle ne frappa pas. Elle continua vers la salle de bain, prit une douche, sécha ses longs cheveux bruns, se maquilla discrètement. Le miroir lui renvoya l'image d'un visage qui paraissait fatigué, plus vieux que 35 ans. Les rides autour de ses yeux s'étaient approfondies au cours des derniers mois. Manque de sommeil, stress, culpabilité, tout exigeait son tribut. À 7h15, Sophie était douche et habillée. Elle mangea rapidement un croissant, but son jus et attrapa son sac à dos. « Au revoir, maman, à ce soir. »« Attends !» Isabelle la retint par le bras. « Dis au revoir à papa avant de partir. » Sophie leva les yeux au ciel. « Il dort encore. Peu importe, c'est poli. » Sophie soupira mais obéit et monta l'escalier. Isabelle l'entendit frapper à la porte de la chambre. Une fois, 2 fois. « Papa, papa !» Silence. « Il ne répond pas !» cria Sophie d'en bas. Isabelle sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine, une mauvaise sensation qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle posa sa tasse à café et monta l'escalier. Sophie se tenait devant la porte fermée, incertaine de ce qu'elle devait faire. « Descends déjà, dit Isabelle. Tu vas manquer le bus. »« Mais papa, je vais m'en occuper. Allez, dépêche-toi. » Sophie hésita, puis hocha la tête et dévala l'escalier. Isabelle entendit la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. Elle était seule avec la porte fermée et le silence derrière. Elle posa sa main sur la poignée. Le métal était froid sous ses doigts. Pourquoi son cœur battait-il si fort? Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Laurent dormait simplement. Il avait probablement trop bu hier soir, comme c'était souvent le cas récemment. Il se réveillerait, serait de mauvaise humeur, demanderait de l'aspirine. Tout comme d'habitude, elle appuya sur la poignée et ouvrit la porte. La première chose qu'elle vit était le sang. Il était partout, sur les draps blancs, sur l'oreiller, par terre à côté du lit. Tant de sang que son esprit refusa de comprendre ce que ses yeux voyaient. Laurent était couché sur le dos, les yeux ouverts, fixant le néant. Son visage était cireux, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Mais le pire était son cou, ou plutôt ce qui en restait. Une plaie béante s'étendait d'une oreille à l'autre, profonde, brutale, définitive. Isabelle se tenait dans l'encadrement de la porte, incapable de bouger. Ses jambes ne lui obéissaient pas. Sa voix avait disparu, elle ne pouvait que rester là et fixer ce qui avait autrefois été son mari. Le temps s'étira jusqu'à l'infini. Les secondes devenaient des heures, les heures devenaient l'éternité. À un moment donné, elle ne savait pas combien de temps avait passé, sa main trouva le téléphone dans sa poche. Ses doigts tapèrent le numéro que tout le monde connaît. 110. Police, quelle est votre urgence? Isabelle ouvrit la bouche. Les mots qui sortirent semblaient étrangers, comme si quelqu'un d'autre parlait. Mon mari, il est mort, quelqu'un a tué mon mari. Elle donna l'adresse. Elle répondit à des questions qu'elle entendait à peine. Et tout le temps, elle se tenait là, dans l'encadrement de la porte de la chambre, incapable de détourner le regard du sang, de Laurent, de la fin de la vie qu'elle connaissait. Quand les premières sirènes retentirent au loin, Isabelle Mercier ne savait pas encore qu'elle ne quitterait pas cette maison en tant que veuve en deuil. Elle ne savait pas que dans quelques heures, son nom apparaîtrait dans les dossiers de la police, non pas comme témoin, mais comme principale suspecte. Elle ne soupçonnait pas que chaque preuve, chaque trace, chaque détail pointait vers elle, avec une précision presque parfaite. Elle croyait qu'elle était innocente.
Et à ce moment-là, alors que les sirènes se rapprochaient et que le sang de son mari séchait lentement sur le parquet, elle était absolument sûre de cela. Mais la certitude, elle le découvrirait bientôt, ne signifie rien du tout dans une salle d'audience. Les voitures de patrouille arrivèrent en premier. 2 jeunes policiers qui regardèrent Isabelle avec un mélange de compassion et de distance professionnelle. Ils posèrent des questions, sécurisèrent la scène de crime, appelèrent des renforts. Isabelle répondit à tout mécaniquement, comme en transe. Oui, elle avait trouvé son mari ainsi. Non, elle n'avait rien entendu pendant la nuit. Oui, ils étaient seuls à la maison, uniquement elle, Laurent et Sophie. Non, Sophie n'avait rien vu, elle était déjà allée à l'école. La maison se remplit de gens, des techniciens en costume blanc, des photographes qui documentaient chaque centimètre, des policiers qui griffonnaient dans des carnets. Isabelle s'assit au salon, une couverture sur les épaules, bien qu'elle n'ait pas froid. Une policière lui avait apporté du thé, qu'elle ne toucha pas. La tasse se tenait devant elle sur la table basse du canapé, la vapeur s'élevant et s'évaporant. Peu après 9 heures, arriva celle qui ferait la différence. La commissaire Eva Hartmann. Isabelle se souviendrait plus tard de chaque détail de cette première impression. La femme avait environ 50 ans, était mince, avec des cheveux courts grisonnants et des yeux noirs et vifs qui semblaient ne rien manquer. Elle portait un simple manteau bleu foncé et se mouvait avec la tranquille assurance de quelqu'un qui avait déjà trop vu pour être surpris par quoi que ce soit. « Madame Mercier, je suis la commissaire Eva Hartmann, je dirige l'enquête. » Isabelle hocha la tête. Sa voix était toujours étrange, cassée. « J'ai déjà parlé à vos collègues. »« Je sais. » Hartmann s'assit face à elle, ni trop près, ni trop loin, exactement la bonne distance. « Mais j'aimerais vous parler une fois de plus. Certains détails deviennent clairs seulement lors de la deuxième narration. » Je comprends. Isabelle connaissait cette technique. Elle l'avait elle-même utilisée assez souvent en préparant les témoins. On les laissait raconter l'histoire plusieurs fois et on faisait attention aux incohérences, aux petits changements, aux hésitations, aux mauvais endroits. Elle savait comment fonctionnait le jeu. C'était peut-être sa première erreur, de savoir comment fonctionnait le jeu. « Parlez-moi de hier soir », demanda Hartmann. Sa voix était chaleureuse, presque amicale, mais ses yeux restaient froids. « Observateur ». Isabelle inspira profondément. « Je suis rentrée vers 19 heures. Sophie était chez une amie, elle avait dormi là-bas. »« C'était un test, » dit-elle spontanément, « un projet pour l'école. Laurent est arrivé plus tard, vers 22 heures probablement. J'étais déjà au lit, mais je n'étais pas endormie. Avez-vous parlé ensemble ? » Brièvement seulement. Il a dit qu'il était fatigué. Ça avait été une longue journée, une complication dans un projet de construction à Mannheim. Il semblait stressé, c'était inhabituel. Isabelle hésita un moment. Dernièrement, il était souvent stressé. L'affaire ne marchait pas aussi bien qu'il l'espérait. Il y avait des difficultés financières. Hartmann nota quelque chose. Difficultés financières. À quel point ? Suffisamment grave pour que nous nous soyons disputés. Plusieurs fois. La commissaire leva un sourcil. « Vous vous êtes disputés ?» Comme tous les couples. Isabelle sentit son avocat se réveiller, la femme qui savait que chaque mot pouvait être utilisé contre elle. Ce n'étaient pas des querelles féroces, plutôt des discussions sur les priorités. « Je vois. » Hartmann se renfonça. « Quand avez-vous vu votre mari vivant pour la dernière fois, hier soir ? Il est entré dans la chambre, s'est changé, s'est couché. Je me suis endormi peu après. Et vous n'avez rien entendu pendant la nuit ? Aucun bruit inhabituel ? » Rien. Isabelle secoua la tête. Je dors très profondément quand je suis épuisé. Et hier, j'ai eu une journée très fatigante. Qu'avez-vous fait professionnellement hier ? Isabelle raconta ses rendez-vous, ses conversations avec les clients, sa préparation pour le procès d'aujourd'hui. Tout normal, tout documenté, tout vérifiable. Elle était avocate, elle savait comment construire un alibi, seulement qu'elle n'en avait pas besoin, parce qu'elle était innocente. Du moins, le pensait-elle. Hartmann posa encore plus de questions. Sur les associés en affaires de Laurent, sur les ennemis possibles, sur les menaces. Isabelle répondit aussi précisément que possible.
Elle voulait aider. Elle voulait que l'assassin soit trouvé. Elle était la veuve endeuillée qui coopérait, qui n'avait rien à cacher. Mais ensuite vint la question qui changea tout. Madame Mercier. Hartmann feuilleta ses notes. « Connaissez-vous un certain Damien Lacroix ?» Isabelle sentit son cœur sauter un battement. C'était seulement un moment, une fraction de seconde, mais elle savait que Hartmann l'avait vu. Cette femme ne manquait rien. Damien Lacroix. Elle força sa voix à rester calme. « Oui, c'est mon entraîneur personnel. Je m'entraîne 2 fois par semaine à sa salle de sport. Seulement vous entraînez ?» La question flottait dans l'air comme la fumée de cigarette dans une pièce fermée. Isabelle savait que c'était le moment où elle devait décider. Mentir ou dire la vérité. En tant qu'avocate, elle savait que les mensonges ressortaient presque toujours et que cela empirait tout. Mais la vérité pouvait être tout aussi dévastatrice. « Pourquoi posez-vous cette question ?» Hartmann sourit froidement. « Parce que nous avons vérifié son téléphone. Il est enregistré dans votre répertoire sous la lettre D. Et les messages que vous vous êtes échangés ne sont pas des messages entre une cliente et son entraîneur. » Isabelle ferma les yeux. C'était donc ça, le premier domino qui tombait. « C'est compliqué, dit-elle finalement. « Le meurtre est toujours compliqué, répliqua Hartmann. Mais les affaires le rendent habituellement plus simple à comprendre. » Le mot flotta entre elles. Affaire, si laid, si définitif. Isabelle ouvrit les yeux et regarda Hartmann directement. « J'avais une relation avec Damien, oui, depuis environ 6 mois. Mais cela n'a rien à voir avec la mort de Laurent. Nous verrons. » Hartmann ferma son carnet. « Madame Mercier, je dois vous demander de nous accompagner au commissariat. Nous avons encore beaucoup de questions. Suis-je arrêté? Pas encore. Mais je vous conseille de contacter un avocat. » Isabelle se leva. Mes jambes tremblaient légèrement, mais elle se força à rester calme. « Je suis moi-même avocate, commissaire. Je connais mes droits. Je ne le conteste pas. » La voix de Hartmann était maintenant plus dure. L'amabilité avait disparu. Mais parfois, c'est le problème quand on en sait trop. On croit pouvoir contourner le système. Et le système, Madame Mercier, n'aime pas être contourné. Ils se sont rendus au commissariat de la vieille ville de Heidelberg. Isabelle était assise à l'arrière, observée par un policier silencieux. Par les fenêtres, elle voyait les rues familières qu'elle traversait chaque jour. La rue principale avec ses magasins, le bâtiment universitaire, les touristes qui montaient vers le château. Tout était si normal, si quotidien. Et pourtant, rien n'était normal. Au commissariat, on l'a conduite dans une salle d'interrogatoire nue. Une table, 3 chaises, une caméra dans le coin. Elle connaissait de telles salles, avait elle-même visité des clients ici. Mais s'asseoir de ce côté de la table se sentait complètement différent. « Voulez-vous appeler un avocat ?» demanda Hartmann. Isabelle pensa à Dr Martin Fischer, un collègue qu'elle respectait. C'était un brillant avocat en droit pénal, idéaliste, peut-être trop idéaliste pour son propre bien. Mais il était bon, et elle en aurait besoin. « Oui, dit-elle, appelez le docteur Martin Fischer. Il viendra. » Hartmann hocha la tête et quitta la pièce. Isabelle resta seule avec la lumière bourdonnante des néons et la conscience que sa vie, telle qu'elle la connaissait, était terminée. Elle pensa à Laurent, à son visage sans couleur, à la plaie à son cou. Qui lui avait fait ça? Et pourquoi tous les indices pointaient-ils vers elle? Elle pensa à Damien et à son message annulé. C'était une coïncidence qu'il n'ait pas pu venir précisément ce jour-là? Ou savait-il quelque chose qu'elle ne savait pas? Elle pensa à Sophie, sa fille, assise à l'école et sans rien savoir. Comment elle pourrait lui expliquer ce qui s'était passé? Comment elle pourrait lui dire que son père était mort et que sa mère était suspectée? La porte s'ouvrit à nouveau. Hartmann entra, suivi d'un jeune policier qui portait une pile de dossiers. « Votre avocat est en route, » dit Hartmann. « Mais pendant ce temps, nous pouvons parler des preuves. » Elle posa un sachet en plastique sur la table. À l'intérieur se trouvait un couteau de cuisine avec une longue lame tranchante. Le manche était en bois foncé. Isabelle le reconnut immédiatement. C'était l'un de ses couteaux,
Vous le reconnaissez? C'est un couteau de notre bloc de couteaux, dit-elle. Mais je ne comprends pas. C'est l'arme du crime, expliqua Hartmann simplement. Et les seules empreintes digitales dessus, Madame Mercier, sont les vôtres. C'est impossible. Isabelle secoua la tête. Je cuisine tous les jours, bien sûr que mes empreintes sont dessus. Mais je n'ai pas tué Laurent. Hartmann se pencha en avant. Vous aviez une affaire. Votre mari avait des problèmes financiers. Il y a des témoins qui disent que vous vous êtes querellé bruyamment, plusieurs fois ces dernières semaines. Et maintenant, il est mort, poignardé avec votre couteau sur lequel il n'y a que vos empreintes. C'est toutes des preuves circonstancielles, protesta Isabelle. Rien de tout cela ne prouve que je l'ai fait. Hartmann sourit froidement. Vous avez raison, Madame Mercier, cela ne prouve rien. Mais savez-vous ce que j'ai appris en 20 ans à la brigade des homicides? Si cela ressemble à un canard, nage comme un canard et cancane comme un canard, alors c'est généralement un canard. Isabelle ouvrit la bouche pour répondre. Mais à ce moment-là, la porte s'ouvrit. Un homme entra, grand, mince, avec des cheveux grisonnants sur les tempes et une mallette en cuir usé. Docteur Martin Fischer. Cet interrogatoire est terminé, dit-il calmement mais fermement. À partir de maintenant, je parle pour ma cliente. Hartmann se leva. Comme vous le souhaitez, docteur. Mais j'ai bien peur que votre cliente sera notre invitée un peu plus longtemps. Elle s'adressa à Isabelle. Madame Mercier, vous êtes arrêtée préventivement pour suspicion grave de meurtre de votre mari, Laurent Fontaine. Les mots frappèrent Isabelle comme un coup. Elle regarda Fischer, cherchant de l'espoir, de l'assurance. Mais même lui ne pouvait cacher la vérité. Cela semblait vraiment mal, très mauvais. Sophie Fontaine apprit la mort de son père pendant la pause de midi. Elle était assise à la cafétéria du lycée Friedrich Ebert, mangeait une pomme et faisait défiler Instagram, quand 2 policiers entrèrent dans la salle. Ils parlèrent brièvement avec le directeur, qui la conduisit alors à Sophie. Son expression était grise, ses yeux pleins de pitié qu'elle ne comprenait pas encore. « Sophie, dit-il doucement, ces officiers ont besoin de te parler. Quelque chose s'est passé. » À ce moment-là, elle le savait déjà. Avant que quelqu'un ne dise un mot, avant que la policière s'assoie à côté d'elle et prenne sa main, avant que les paroles ne tombent, qui changeraient sa vie pour toujours. Elle le savait, parce que la pomme dans sa main soudain ne goûtait plus rien et le monde autour d'elle était devenu silencieux. Aussi silencieux que la maison sur le Philosophenweg quand elle était partie ce matin. « Ton père » commença la policière prudemment, mais Sophie n'entendit que des fragments. « Mort. Trouvé ce matin. Ta mère. Commissariat. Enquête. » Elle ne pleura pas. Pas tout de suite. Les larmes viendraient plus tard, dans la nuit, quand elle serait seule dans la chambre d'amis de sa tante, où on l'avait emmenée. Pour l'instant, elle s'assit simplement là, la pomme toujours à la main, et essaya de comprendre comment le monde pouvait changer si vite. « Où est ma mère ?» demanda-t-elle finalement. Les policiers échangèrent un regard. Ce regard en disait plus que 1000 paroles. « Elle est au commissariat », répondit la policière. « Elle nous aide dans l'enquête. » Enquête. Sophie avait 15 ans, mais elle n'était pas stupide. Elle lisait des polars, elle regardait des documentaires de vrais crimes sur Netflix. Elle savait ce que cela signifiait quand la femme aidait à l'enquête. « Croyez-vous que c'était elle ?» demanda-t-elle directement. Les policiers ne répondirent pas, mais leur silence était une réponse suffisante. Pendant que Sophie montait dans la voiture de sa tante Margot, qui était venue précipitamment de Mannheim, Isabelle Mercier était assise dans une cellule du commissariat de Heidelberg. La cellule était petite, propre, impersonnelle. Un lit, un lavabo, une toilette sans intimité. Elle avait visité de telles cellules, avait parlé aux clients ici, leur avait assuré que tout s'arrangerait. Maintenant, elle était de l'autre côté, et rien ne s'arrangerait. Dr Martin Fischer avait fait de son mieux. Il avait plaidé contre la détention provisoire, avait soulevé son dossier impeccable, son enracinement dans la communauté, l'absence de risque de fuite. Mais le juge en avait décidé autrement. Le fardeau de la preuve était trop écrasant, le risque trop grand. Isabelle Mercier resterait en détention provisoire jusqu'au procès principal.
Comment cela a-t-il pu se produire demanda-t-elle à Fischer lors de sa visite le lendemain. Je suis innocente, je n'ai pas tué Laurent. Fischer la regarda longtemps. C'était un homme de la quarantaine, avec un visage marqué par trop de batailles perdues et trop peu de victoires remportées. Mais il avait aussi des yeux qui croyaient au bien, même quand toutes les preuves parlaient contre cela. « Parlez-moi de tout, dit-il, tout ce que vous savez, tout ce que vous avez fait, chaque détail, même s'il vous semble sans importance. » Isabelle raconta. Elle raconta son mariage, qui depuis des années n'était qu'une façade. L'absence de Laurent, ses voyages d'affaires, ses longues nuits, les problèmes financiers qu'il avait cachés, jusqu'à ce que les lettres de rappel arrivent et que les coups de téléphone des créanciers arrivent. Les querelles qui devenaient de plus en plus fortes avec chaque mois, chaque déception. Et puis elle raconta Damien. « Je sais comment cela semble, dit-elle. La femme a une affaire, le mari meurt, c'est le mobile le plus ancien du monde. Mais je n'ai pas tué Laurent. Simplement parce que j'aime Damien. Je n'ai pas tué Laurent du tout. » Fischer prenait des notes. Ce Damien Lacroix, où était-il la nuit du meurtre? Je ne sais pas. Il m'a envoyé un message disant qu'il devait annuler notre rendez-vous. C'était tout. Fischer leva la tête. Aviez-vous un rendez-vous prévu pour la nuit du meurtre? Isabelle hésita. Nous nous rencontrions parfois quand Laurent était en voyage d'affaires. Mais ce soir-là, Laurent était à la maison, donc nous ne nous serions pas rencontrés de toute façon. Mais Damien ne savait pas que Laurent serait à la maison. Isabelle secoua la tête. Non, Laurent avait annulé son voyage au dernier moment. Je n'ai pas envoyé de message à Damien. Fischer se renfonça. C'est intéressant. Damien pensait donc que Laurent serait absent. Il annule le rendez-vous, même s'il pensait que vous seriez seul. Qu'essayez-vous de dire? Fischer ferma son carnet. Je ne dis rien. Pas encore. Mais je vais devoir parler à Monsieur Lacroix. L'interrogatoire de Damien Lacroix eut lieu 2 jours plus tard. La commissaire Hartmann l'a mené personnellement dans une autre salle d'interrogatoire, avec le même éclairage bourdonnant en néon et la même atmosphère froide. Damien était nerveux. Hartmann l'a vu immédiatement. Il était au début de la trentaine, bien musclé, avec l'air confiant d'un homme qui savait que les femmes le trouvaient attirant. Mais aujourd'hui, sa confiance avait disparu. Il était assis sur la chaise comme un accusé, bien qu'il ne soit que comme témoin. « Monsieur Lacroix, commença Hartmann, vous aviez une relation avec Isabelle Mercier. Ce n'était pas une question, et Damien n'essaya pas de mentir. »« Oui. Depuis combien de temps ? » ?»« Environ 6 mois. Peut-être 7, je ne suis pas sûr. »« Et où étiez-vous dans la nuit où Laurent Fontaine a été assassiné ?» Damien avala sa salive. « À la maison. Seul. Quelqu'un peut-il le confirmer? » Non. Hartmann hocha la tête lentement. « Vous avez envoyé un message à Madame Mercier ce jour-là. Vous aviez annulé un rendez-vous. Pourquoi? » Damien hésita trop longtemps. « J'avais quelque chose d'autre qui s'était présenté. Quoi exactement? » Damien regarda ses mains. C'étaient des mains grandes, fortes, les mains d'un homme qui travaillait physiquement. « J'avais un autre rendez-vous, dit-il finalement. Avec qui? » Silence. Le visage de Damien rougit, puis devint blême. Hartmann attendit. Elle avait appris que le silence révélait souvent plus que les questions. Avec une autre femme, avoua finalement Damien. Hartmann leva un sourcil. « Vous aviez donc pas seulement une affaire avec Madame Mercier ?» Damien secoua la tête. « Ce n'était pas juste une affaire avec Isabelle. Ce n'était jamais exclusif. Du moins pas de mon côté. Madame Mercier le savait-elle? Je ne crois pas. Non. » Hartmann fit une note. « Et Laurent Fontaine, savait-il de l'affaire ?» La tête de Damien se leva brusquement. « Qu'entendez-vous dire? Savait-il que vous dormiez avec sa femme? » « Non, absolument pas. Nous étions très prudents. »« Vraiment ?» Hartmann ouvrit un dossier devant elle. « Parce que nous avons analysé le téléphone de Laurent Fontaine. Et savez-vous ce que nous avons trouvé ?» Damien ne répondit pas. « Des photos, » dit Hartmann. « Des photos de vous et de Madame Mercier, prises depuis une voiture devant votre salle de sport, devant un hôtel à Mannheim. Monsieur Fontaine savait de l'affaire, Monsieur Lacroix. Il vous a observé. »
Les paroles flottaient dans l'air. Damian devint encore plus pâle. « Je ne savais rien, bégaya-t-il. Je le jure. Peut-être pas. Mais Laurent Fontaine le savait. Et maintenant, il est mort. » Hartmann se pencha en avant. « Le chronométrage est intéressant, vous ne trouvez pas? Qu'essayez-vous de dire? Je me demande simplement qui avait plus intérêt à se débarrasser de Laurent Fontaine, sa femme infidèle, ou qui aurait reçu la moitié de sa richesse, ou son amant qui avait peut-être peur que son affaire lucrative ne s'effondre. C'est absurde, protesta Damien. Je n'ai tué personne. C'est ce qu'ils disent tous. Hartmann ferma le dossier. Vous pouvez partir, monsieur Lacroix, mais ne quittez pas la ville, nous aurons encore des questions. Damien quitta le commissariat avec des jambes tremblantes. Dehors, personne ne l'attendait. Le soleil brillait, les gens vaquaient à leurs occupations, comme si le monde était encore en ordre. Mais pour Damien Lacroix, plus rien n'était en ordre. Il avait menti, et il savait que Hartmann le savait. La question était simplement de savoir combien d'autres choses elle découvrirait. Dans les jours suivants, l'équipe d'enquête creusa plus profondément dans la vie de Laurent, et ce qu'elle trouva peignit un tableau que personne n'attendait. L'entreprise immobilière de Laurent Fontaine n'était pas seulement en difficulté, elle était au bord de l'effondrement. Il avait accumulé des dettes, des millions d'euros, auprès des banques, des investisseurs privés, des gens dont les noms n'apparaissaient dans aucune base de données officielle. Il avait commencé des projets qui n'ont jamais été terminés, promis de l'argent qui n'a jamais été remboursé. Mais ce n'était pas tout. Commissaire Hartmann, son assistant Berger, posa une pile de documents sur son bureau. Vous devriez jeter un coup d'œil à cela. Hartmann feuilleta les papiers. C'étaient des relevés de comptes, mais pas des comptes commerciaux de Laurent. Un compte privé caché sur les îles Caïmans, ouvert sous un faux nom. Des dépôts réguliers de grandes sommes au cours des 3 dernières années. D'où venait cet argent? Demanda-t-elle. C'est ce qui est intéressant. Berger pointa une liste de transactions. Il provenait de plusieurs sources. Des entreprises de construction qui avaient payé pour des projets qui n'ont jamais eu lieu. Des investisseurs dont l'argent n'a jamais été investi. Et, c'est particulièrement intéressant, d'une entreprise en Suisse qui est liée au jeu organisé. Blanchiment d'argent? Cela en a l'air. Laurent Fontaine n'était pas seulement un promoteur immobilier en faillite. Il faisait partie d'un réseau. Hartmann se renfonça. Cela change tout. Berger hocha la tête. Si Fontaine travaillait pour les mauvaises personnes et les a trahis, beaucoup de gens auraient eu un mobile pour le tuer, ou s'il voulait sortir. Hartmann se leva et alla à la fenêtre. Dehors, Heidelberg reposait dans la lumière de l'après-midi, pittoresque, paisible, rempli de touristes qui n'avaient aucune idée des ténèbres qui se cachaient sous la surface. « Nous avons la mauvaise personne en prison », murmura-t-elle. Berger secoua la tête. « Nous ne le savons pas encore. Madame Mercier avait toujours un mobile et l'occasion. Peut-être savait-elle ce que faisait son mari, peut-être était-elle impliquée, ou peut-être qu'elle était la victime parfaite, dit Hartmann doucement. Quelqu'un qui pouvait tout lui mettre sur le dos. » Elle se tourna. « Découvrez tout sur cette entreprise suisse et sur chaque personne avec qui Laurent Fontaine a eu contact au cours des 6 derniers mois. Chacun. » Berger hocha la tête et quitta le bureau. Hartmann resta seul. Elle pensa à Isabelle Mercier, assise dans sa cellule et proclamant son innocence. Elle pensa à Damien Lacroix qui mentait et cachait des choses, et elle pensa à Laurent Fontaine, dont la vie s'était avérée bien plus compliquée que quiconque ne l'avait pensé. L'un d'entre eux était un meurtrier. Mais qui? Cette nuit-là, tandis que Heidelberg dormait, la lumière brûlait encore dans un bureau de la vieille ville. Docteur Martin Fischer était assis sur ses dossiers, lisait et lisait et lisait. Et à chaque page qu'il tournait, sa conviction devenait plus forte. Isabelle Mercier était innocente. Mais pour le prouver, il devait d'abord découvrir qui avait vraiment le sang de Laurent sur les mains. Le chemin vers la vérité, il le savait, passerait par des vallées très sombres. Mais il était prêt à le parcourir. 3 mois avaient passé depuis cette nuit de novembre où Isabelle Mercier avait trouvé le sang de son mari sur les draps blancs. 3 mois en détention provisoire.
3 mois remplis d'interrogatoires, de révisions de dossiers et de nuits sans sommeil. 3 mois pendant que le monde dehors continuait, tandis que le monde d'Isabelle rétrécissait à la taille d'une cellule de prison. Le février apporta le procès. Le tribunal régional de Heidelberg, un bâtiment imposant du style de l'époque Gründerzeit, devint le théâtre d'un drame qui captiva toute la région. Les médias l'appelaient le meurtre du Philosophenweg, d'après l'adresse où Laurent Fontaine avait perdu sa vie. Des journalistes de toute l'Allemagne étaient venus, des équipes de caméras bloquaient l'entrée, des spectateurs se pressaient contre les barrières. Isabelle fut menée menottée dans la salle d'audience. Elle portait un costume pantalon bleu foncé que Dr Fischer avait acheté pour elle, simple, professionnel, sans bijoux. Ses cheveux étaient plus courts qu'avant. La coiffeuse de prison n'avait pas fait de miracle. Mais elle tenait la tête haute. Son regard était clair, sa posture droite. Elle ne s'effondrerait pas ici, pas devant tous ses yeux. La salle d'audience était remplie à craquer. Isabelle chercha des visages connus et en trouva peu. Ses parents, venus de Francfort, s'assirent au premier rang. Sa mère le visage ravagé par les larmes, son père avec une expression de pierre. Quelques anciens collègues étaient venus, mais ils évitaient son regard. Et puis, tout au fond, et presque cachée derrière un pilier, elle vit Sophie. Sa fille avait grandi au cours de ces 3 mois, ou du moins, c'est ce qu'il semblait à Isabelle. Sophie était plus maigre, ses joues creuses, ses yeux cernés de lourdes ombres. Elle portait son uniforme scolaire et ressemblait à une enfant qui avait dû grandir beaucoup trop vite. Quand leurs regards se croisèrent sur les têtes du public, Sophie détourna la tête. Le président du tribunal, le docteur Heinrich Berger, un homme de la soixantaine avec des cheveux blancs et une aura d'autorité inébranlable, ouvrit les débats. Le réquisitoire fut lu, un récit factuel qui résuma la vie d'Isabelle en termes cliniques. Meurtre, traîtrise, cupidité, dissimulation d'une relation extra-conjugale. Chaque mot un clou dans un cercueil qu'elle n'avait pas commandé. L'avocate générale, Dr Claudia Reinhardt, prit la parole. C'était une femme de la cinquantaine, réputée pour sa préparation méticuleuse et ses conclusions dévastatrices. En 20 ans, elle avait encore remporté chaque procès en meurtre auquel elle avait participé. Elle regarda Isabelle comme un insecte sous un microscope, intéressant, mais finalement insignifiant. « Honorable tribunal, commença Reinhardt, nous prouverons que l'accusé a assassiné de sang-froid son mari Laurent Fontaine la nuit du 17 novembre. Nous montrerons qu'elle avait un mobile, la dissimulation de son affaire et la perspective d'hériter de la fortune de son mari. Nous prouverons qu'elle avait l'occasion, car elle était la seule personne dans la maison cette nuit-là. Et nous présenterons l'arme du crime, un couteau de sa propre cuisine, sur lequel seules ses empreintes digitales ont été trouvées. » Reinhardt fit une pause et laissa ses paroles produire leur effet. Isabelle Mercier n'est pas un meurtre ordinaire. C'est une brillante avocate qui connaît le système juridique sur le bout des doigts et dehors. Elle croyait qu'elle pourrait commettre le meurtre parfait et s'en tirer. Mais elle a commis une erreur. Elle a sous-estimé la rigueur de notre travail. Dr Martin Fischer se leva pour sa déclaration d'ouverture. Il paraissait fatigué, les yeux rouges de trop de nuits passés sur des dossiers. Mais sa voix était ferme quand il parlait. « Honorable tribunal, ma cliente est innocente. Elle n'a pas tué son mari. Ce que l'accusation présente comme une charge de preuve écrasante est en vérité un château de cartes d'indices et de conjectures. Oui, elle avait une affaire. Oui, son mariage n'était pas heureux. Mais cela ne la rend pas meurtrière. » Fischer s'avança vers le banc des jurés. La véritable histoire de la mort de Laurent Fontaine est plus compliquée et plus sombre que ce que l'accusation veut vous faire croire. Laurent Fontaine menait une double vie. Ce n'était pas seulement un promoteur immobilier en difficulté. Il faisait partie d'un réseau de blanchiment d'argent et de criminalité organisée. Il avait des dettes auprès de personnes qui ne renvoient pas de mise en demeure. Elles envoient des assassins. Un murmure parcourut la salle. Le juge Berger frappa avec son marteau. Silence au tribunal. Fischer continua. « Nous montrerons que Laurent Fontaine avait des ennemis dangereux.
Nous présenterons des scénarios alternatifs qui sont au moins aussi plausibles que la théorie de l'accusation. Et nous vous montrerons que ma cliente est la victime d'une conspiration soigneusement mise en scène, pas le coupable. Le premier jour du procès était consacré à l'examen des traces. Un expert en criminalistique nommé Dr Werner Hoffmann expliqua en voix monotone les sites de découverte des taches de sang, la position du cadavre, l'angle de la coupure mortelle. Il a parlé de projection artérielle et de motifs de coagulation, d'analyse d'ADN et de comparaison d'empreintes digitales. Tout pointait vers Isabelle. Tout. Dr Fischer commença son contre-interrogatoire. « Monsieur Dr Hoffmann, vous avez dit que seules les empreintes digitales de ma cliente ont été trouvées sur l'arme du crime. C'est exact ? Exact. Est-il possible que quelqu'un ait utilisé le couteau en portant des gants, évitant ainsi de laisser ses propres empreintes ? Hoffmann hésita. Possible ? Oui. Et serait-il possible que les empreintes déjà présentes de ma cliente, et qui utilisait le couteau régulièrement pour cuisiner, donnent l'impression qu'elle était la dernière personne à l'avoir manipulé? Théoriquement possible. Fischer hocha la tête. Théoriquement possible. Merci, monsieur Dr Hoffmann. Le deuxième jour apporta les témoins de l'accusation. Des voisins qui prétendaient avoir entendu des querelles bruyantes de la maison sur le Philosophenweg. Des collègues de Laurent qui parlèrent de sa peur envers sa femme. Une amie d'Isabelle qui, en larmes, témoigna que Isabelle lui avait dit un jour qu'elle souhaitait parfois que Laurent disparaisse simplement. Chaque témoignage était une goutte dans un océan de soupçons. Isabelle restait immobile, tandis que sa vie était disséquée aux yeux du public. Elle entendait des demi-vérités et des malentendus, des interprétations et des insinuations, et elle ne pouvait rien faire d'autre que de rester assise et d'attendre que ce soit fini. Le troisième jour, Damien Lacroix fut appelé à la barre. Il portait un costume qui ne lui allait pas bien et ses mains tremblaient légèrement quand il prêta serment. Il évita le regard d'Isabelle. Madame l'avocate générale Reinhardt commença son interrogatoire. « Monsieur Lacroix, vous aviez une relation sexuelle avec l'accusé. C'est exact ?»« Oui. » »« Depuis combien de temps ? » ?»« Environ 6 mois. »« Avez-vous jamais parlé de Laurent Fontaine ?» Damien avala sa salive. « Parfois, elle a dit que son mariage était malheureux. Elle a dit qu'elle se sentait piégée. A-t-elle jamais dit qu'elle voulait que son mari meure ?» Damien hésita trop longtemps. Ses yeux s'envolèrent vers Isabelle, puis s'en éloignèrent. « Pas directement, dit-il finalement, mais elle a dit une fois que sa vie serait plus facile sans lui. » Un murmure parcourut la salle. Isabelle sentit son estomac se contracter. Elle n'avait jamais dit cela. Pas comme ça. Damien mentait. Mais pourquoi? Fischer bondit. Objection, honorable tribunal. C'est du oui-dire et extrêmement vague. Rejeté, dit le juge Berger. Le témoin rapporte ce qui lui a été dit. Fischer passa à son contre-interrogatoire avec une colère contrôlée. Monsieur Lacroix, vous avez témoigné auprès de la police que vous aviez un autre rendez-vous le soir du meurtre, avec une autre femme. Le visage de Damien rougit. Oui, vous n'aviez donc pas seulement une affaire avec ma cliente, mais des relations parallèles en même temps. C'était différent. C'était. Oui ou non, monsieur Lacroix? Oui. Fischer feuilleta ses documents. Et cette autre femme, Sabrina Vogel, nous a raconté une histoire intéressante. Elle dit que vous lui aviez dit que vous alliez bientôt gagner beaucoup d'argent, que votre situation financière s'améliorerait considérablement. Quand lui avez-vous dit cela? Damien devint blême. Je ne me souviens pas. Laissez-moi rafraîchir votre mémoire. C'était 3 jours avant le meurtre. Fischer s'approcha du pupitre des témoins. « D'où, monsieur Lacroix, cet argent devait-il venir? J'ai seulement plaisanté. Ce n'était rien de concret. C'est vrai. » Fischer se tourna vers le juge. Aucune autre question. Damien quitta le pupitre des témoins avec l'expression d'un homme qui savait qu'il s'était enfermé dans quelque chose dont il ne pouvait pas s'échapper. Isabelle le regarda s'en aller et se demanda si elle avait jamais vraiment connu cet homme. Le 4e jour était décisif. Fischer avait réservé ses atouts, et c'était maintenant le moment de les abattre.
Honorable tribunal, j'appelle la commissaire Eva Hartmann comme témoin pour la défense. Un murmure parcourut la salle. La policière enquêtrice comme témoin pour la défense, c'était inhabituel. Hartmann entra dans le pupitre des témoins, son visage impassible. Elle prêta serment et s'assit. Commissaire Hartmann, commença Fischer, vous avez dirigé l'enquête dans cette affaire. Au cours de cette enquête, vous avez découvert des faits qui ne figurent pas dans le réquisitoire. Pouvez-vous en informer le tribunal? Hartmann regarda vers l'avocate générale, puis vers le juge. Puis elle parla. Nous avons découvert que Laurent Fontaine était impliqué dans des activités qui allaient bien au-delà de ses activités immobilières officielles. Il entretenait un compte secret sur les îles Caïmans avec des dépôts de plus de 2 millions d'euros. L'argent provenait de diverses sources, y compris une entreprise suisse qui est liée aux jeux organisés et au blanchiment d'argent. Fischer hocha la tête. « Et qu'avez-vous découvert d'autre » Hartmann prit une profonde inspiration. Au cours de sa vie, Laurent Fontaine avait plusieurs réunions avec un homme nommé Victor Kessler. Kessler est connu de la police comme intermédiaire pour diverses organisations criminelles en Allemagne du Sud. La salle explosa de murmures. Le juge Berger frappa plusieurs fois avec son marteau. Silence, silence. Fischer attendit que l'excitation se calme. Commissaire Hartmann, croyez-vous que ces connexions auraient pu avoir une influence sur la mort de Laurent Fontaine ? L'avocate générale Reinhardt bondit. Objection. Le témoin ait demandé son avis. Fischer se corrigea. Je reformule. Avez-vous trouvé des indices au cours de votre enquête suggérant que Laurent Fontaine a été menacé par des personnes avec lesquelles il faisait affaire? Oui, répondit Hartmann calmement. Nous avons trouvé des messages sur son téléphone. Des menaces. Des exigences. Laurent Fontaine devait de l'argent à des personnes dangereuses, et ces personnes voulaient leur argent de retour. Pourquoi cela n'a-t-il pas été mentionné dans le réquisitoire? Hartmann regarda vers l'avocate générale. C'est une question que vous devez poser à l'accusation. Reinhardt se leva, son visage rougi de rage. Les preuves contre l'accusé sont claires. Ces théories alternatives sont des manœuvres de distraction. Le tribunal jugera ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas, dit le juge Berger froidement. Continuez, monsieur Fischer. Fischer se tourna à nouveau vers Hartmann. Une dernière question, commissaire. En tant qu'enquêtrice expérimentée, croyez-vous que toutes les pistes dans cette affaire ont été poursuivies adéquatement? Hartmann garda le silence un moment, puis elle dit quelque chose qui changerait complètement le procès. Non, non, je ne le crois pas. Le 4e jour du procès s'est terminé dans le chaos. Les médias se sont précipités sur les nouvelles révélations. Les jurés semblaient maintenant déconcertés. L'avocate générale a demandé une interruption. Le juge Berger reporta le procès au lendemain et avertit tous les participants de la retenue. Isabelle fut ramenée dans sa cellule. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit quelque chose qui ressemblait à l'espoir. Mais elle savait aussi que la bataille était loin d'être terminée. Cette nuit-là, dans un bureau discret de la vieille ville de Heidelberg, 2 hommes se rencontrèrent. De l'argent changea de main, des instructions furent données, le procès prenait une tournure inattendue, et il y avait des gens qui feraient en sorte qu'ils reviennent dans la bonne direction. La bonne direction signifiait pour eux Isabelle Mercier, derrière les barreaux. Peu importe le prix. Sophie Fontaine n'avait pas pu dormir depuis le début du procès. Chaque nuit, elle se trouvait éveillée dans la chambre d'amis de sa tante Margot, fixant le plafond étranger et essayant de comprendre comment sa vie avait pu s'effondrer si complètement. Son père était mort. Sa mère était en prison, accusée du meurtre. Et elle-même était nulle part, prise entre 2 vérités, qui étaient toutes 2 insoutenables. Soit sa mère était une meurtrière, soit son père était un criminel tué par d'autres criminels. Il n'y avait pas de bonne option. Il n'y avait que différentes variantes de douleur. Mais Sophie avait 15 ans, pas 5. Elle avait écouté au tribunal, elle avait absorbé chaque parole, observé chaque geste, et quelque chose ne sonnait pas juste. Damien Lacroix, cet homme qui prétendait que sa mère souhaitait la mort de Laurent, cet homme mentait.
Sophie le savait parce qu'elle connaissait les yeux de sa mère. Isabelle Mercier était beaucoup de choses, mais elle n'était pas meurtrière. Sophie en était sûre. Donc elle fit quelque chose qu'une fille de 15 ans ne devrait pas faire. Elle a commencé à enquêter elle-même. Tout a commencé avec l'ordinateur portable de son père. Tante Margot l'avait récupéré avec d'autres articles personnels de la maison sur le Philosophenweg avant que la police ne scelle tout. Il était assis dans une boîte au sous-sol, oublié parmi les vieux livres et les vêtements d'hiver. La police avait fait une copie du disque dur, mais avait retourné l'ordinateur portable lui-même. Sophie l'a sorti quand Margot était au magasinage. Le mot de passe était simple. Sa date de naissance, à l'envers. Typique papa. Il n'avait jamais beaucoup cru à la sécurité, du moins pas pour ses affaires personnelles. Le bureau était bien rangé, presque vide. Documents de travail, feuilles de calcul, présentations pour les investisseurs. Rien d'inhabituel. Mais Sophie savait que les gens ne gardaient pas leurs secrets sur le bureau. Elle a creusé plus profondément. Elle n'a rien trouvé à la corbeille. Rien dans les téléchargements non plus. Mais ensuite, caché dans un dossier nommé Impôt 2, elle a trouvé quelque chose qui lui a coupé le souffle. Des emails. Des douzaines d'emails, téléchargés et enregistrés en fichier. Des emails entre son père et un homme dont l'adresse n'était que des chiffres et des lettres. Le contenu était crypté, rempli de codes et d'abréviations que Sophie ne comprenait pas, mais certains messages étaient plus clairs que d'autres. Le paquet est arrivé. En attente de confirmation, l'horaire doit être respecté. K devient impatient. La femme ne sait rien. Gardez-le ainsi. Sophie a lu les messages encore et encore. La femme. Voulait-il dire sa mère? Qu'est-ce qu'elle ne savait pas? Puis elle trouva le dernier email, daté du jour avant le meurtre. Problème résolu. D est informé et coopère. Après le 15, il n'y aura plus de complications. Le 15 novembre. 2 jours avant le meurtre. D. Damien? Sophie ferma l'ordinateur portable avec des mains tremblantes. Son cœur battait si fort qu'elle avait peur que tante Margot ne l'entende, même si elle n'était pas encore rentrée. Qu'avait-elle trouvé? Qu'est-ce que tout cela signifiait? Elle savait qu'elle devrait aller à la police, ou à Dr Fischer, l'avocat de sa mère. Mais quelque chose la retint. Un instinct lui disait que ces informations étaient dangereuses, que quelqu'un doit être très puissant pour organiser de telles choses, et que cette personne n'aimerait pas qu'une fille de 15 ans découvre ses secrets. Donc elle a pris des photos des emails avec son téléphone. Chacun d'eux. Puis, elle a supprimé ses traces sur l'ordinateur portable, l'a remis dans la boîte et monta, comme si rien ne s'était passé. Cette nuit-là, pour la première fois en des semaines, Sophie dormit profondément et sans rêve. Elle avait une mission. Elle sauverait sa mère. Le 5e jour du procès a commencé par une surprise. Dr Fischer a demandé à charger un nouveau témoin, un homme nommé Thomas Brenner, comptable, qui avait travaillé pour l'entreprise de Laurent Fontaine jusqu'à 1 an auparavant. Madame l'avocate générale Reinhardt a protesté. Ce témoin ne figure pas sur la liste. La défense a eu amplement le temps de nommer ses témoins. Juge Berger regarda Fischer. « Monsieur Docteur ?» Fischer se leva. « Honorable tribunal, Monsieur Brenner s'est présenté à nous hier soir seulement. Il était à l'étranger et n'a appris le procès que par les médias. Il possède des informations qui sont d'une importance cruciale pour l'établissement de la vérité. » Berger réfléchit un moment. « Je permets aux témoins. Mais je vous avertis, monsieur Fischer, si c'est une manœuvre de retard, il y aura des conséquences. » Thomas Brenner était un homme discret de la quarantaine, avec des cheveux clairsemés et des lunettes qui ne cessaient de glisser sur son nez. Il semblait nerveux quand il entra au pupitre des témoins, son regard se précipitant à travers la salle, comme s'il cherchait quelqu'un ou comme s'il craignait de trouver quelqu'un. « Monsieur Brenner, commença Fischer, vous aviez travaillé en tant que comptable chez Fontaine Immobilier GmbH. Quand aviez-vous travaillé là-bas? De 2016 jusqu'à l'année dernière, octobre de l'année dernière. Pourquoi avez-vous quitté? Brenner hésita. Je n'ai pas été licencié. J'ai quitté, volontairement. Pourquoi?
Parce que j'avais vu des choses que je n'aurais pas dû voir. Un murmure parcourut la salle. Le juge Berger se pencha en avant. Expliquez cela plus en détail, monsieur Brenner. Brenner prit une profonde inspiration. Laurent Fontaine n'était pas seulement un promoteur immobilier. Il était, je ne sais pas comment le dire autrement, il était un blanchisseur d'argent. Il prenait de l'argent de gens dangereux et le faisait circuler par ses projets. Des immeubles qui n'ont jamais été construits, des rénovations qui n'ont jamais eu lieu. Sur le papier, tout semblait légal, mais l'argent venait d'ailleurs. Fischer hocha la tête. « Comment le savez-vous » ? « Parce que je tenais les livres. Au début, je n'ai rien remarqué. Les chiffres s'alignaient, tout était bien rangé. Mais ensuite, j'ai commencé à poser des questions. D'où venaient ces dépôts? Qui étaient ces investisseurs que je n'avais jamais rencontrés? Et Laurent, il s'est fâché. Il m'a dit de m'occuper de mes propres affaires. Mais je suis comptable. Les chiffres sont mes affaires. » Brenner repoussa ses lunettes. « Une nuit, je suis resté tard au bureau. Tout le monde était parti, y compris Laurent. Je suis allé dans son bureau privé, qui était normalement fermé à clé. Mais ce soir-là, il avait oublié de verrouiller. Ce que j'ai trouvé là, cela m'a fait peur. Qu'avez-vous trouvé? Des documents, des listes de noms que je ne connaissais pas, des relevés bancaires de banque sur les îles Caïmans, en Suisse, au Liechtenstein, et des photos de qui? Brenner avala sa salive. D'hommes que je connaissais des nouvelles, des hommes liés à la criminalité organisée. L'un d'eux était Victor Kessler. La salle explosa. Les journalistes griffonnaient frénétiquement dans leurs carnets. Les spectateurs chuchotaient avec excitation. Le juge Berger frappa plusieurs fois avec son marteau jusqu'à ce que le silence soit rétabli. Fischer attendit, puis posa la question décisive. « Monsieur Brenner, avez-vous jamais vu des indices suggérant que Madame Mercier, l'accusée, était impliquée dans ces activités ?» Brenner secoua décidément la tête. « Non, jamais. J'ai même une fois demandé à Laurent si sa femme était au courant. Il a juste ri et a dit que Isabelle n'avait aucune idée, que tu étais trop occupé par ta propre carrière pour t'intéresser à ses affaires. Il a dit que c'était bien ainsi. Moins elle en sait, plus elle est en sécurité. » Madame l'avocate générale Reinhardt se leva pour le contre-interrogatoire. Elle semblait tendue, sa confiance habituelle montrait des fissures. « Monsieur Brenner, si vous aviez trouvé toutes ces soi-disant preuves, pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police ?» Brenner rit amèrement. « Parce que j'avais peur. Ces gens... Madame l'avocate générale, ces gens tuent les personnes qui en savent trop. Je ne suis pas un héros. Je suis un comptable de Mannheim. J'ai une femme et 2 enfants. J'ai donc quitté, j'ai démissionné, j'ai emmené ma famille en Espagne et j'ai espéré que personne ne me trouverait. Pourquoi êtes-vous maintenant ici ?» Brenner regarda Isabelle. C'était la première fois que ses regards se croisaient. « Parce que je l'ai vu à la télévision. Parce qu'une femme innocente va être punie pour quelque chose qu'elle n'a pas fait, parce que je ne peux pas dormir la nuit depuis que je sais que mon silence pourrait l'envoyer en prison. » Il baissa la tête. « J'ai été un lâche. Mais même les lâches ont parfois assez. Le procès a été interrompu pendant 1 heure. » Fischer parla avec Isabelle à travers le grillage de la salle d'interrogatoire. « C'était bon, dit-il. Le témoignage de Brenner crée un doute raisonnable. Les jurés doivent maintenant considérer qu'il se peut que quelqu'un d'autre ait tué Laurent. » Isabelle hocha la tête, mais ses yeux étaient fatigués. « Un doute raisonnable ne suffit pas, Martin. J'ai besoin de certitude. J'ai besoin qu'il sache qui l'a vraiment fait. Nous y travaillons. Il y a quelqu'un d'autre avec qui je dois parler. » « Qui ?» Fischer hésita. « Damien Lacroix. Je pense qu'il sait plus qu'il n'en parle. Et je pense qu'il a peur de quelqu'un qui est plus puissant que nous tous. » À ce moment, dans un café de l'autre côté de la ville, Sophie Fontaine s'assit en face d'un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il l'avait contacté via Instagram, un message anonyme contenant seulement 5 mots. « Je sais ce qui s'est passé. » Sophie savait que c'était stupide de se rencontrer avec un étranger. Mais elle était aussi désespérée. Elle avait donc accepté, à condition qu'ils se rencontrent dans un lieu public pendant la journée, avec beaucoup de gens autour d'eux.
L'homme était jeune, peut-être au début de la vingtaine, avec des yeux foncés et un tic nerveux qui faisait trembler constamment sa main droite. Il se présenta comme Léon, rien de plus. « Tu es la fille, dit-il. Tu as trouvé les emails. » Sophie gela. « Comment le savez-vous ? Parce que je suis celui qui les a écrits. Pas tous, mais certains. J'ai travaillé pour les mêmes gens que ton père, jusqu'à ce que je réalise ce qu'il prévoyait vraiment. » « Qu'entendez-vous » Léon se pencha en avant, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Ton père voulait sortir. Il avait gagné assez d'argent, et il voulait s'en aller avant que tout ne s'effondre. Mais on ne sort pas de ce genre d'affaires, pas vivant. Ils l'ont tué. » Léon hocha lentement la tête. « Pas personnellement, mais je sais qui l'a fait, et je sais qui a donné l'ordre. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Qui ?» Léon regarda autour de lui, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un émerge à tout moment derrière lui. « Damien Lacroix n'est pas juste un entraîneur personnel. Il travaille pour Victor Kessler. C'était lui qui surveillait ta mère, qui s'assurait qu'elle tombait amoureuse de lui. Il était l'appât, Sophie. Là, toute l'affaire était maquillée dès le début. » Sophie secoua la tête. « C'est impossible. Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille ? Parce que ton père avait une assurance, des documents, des preuves, qui auraient pu les tous faire tomber, et le seul endroit où il pouvait les cacher était dans ta maison. Damien était censé y avoir accès par l'intermédiaire de ta mère, mais ton père était prudent. Il n'a jamais trouvé les documents. Alors ils l'ont tué. Ils l'ont tué et se sont arrangés pour que ta mère soit punie. 2 coups avec un bâton. Le traître est mort, et la femme qui aurait pu découvrir tout cela est en prison. » Sophie sentit le sol s'effondrer sous elle. « Pourquoi me racontais-tu ça? Pourquoi risques-tu autant ?» Léon se leva. « Parce que je ne peux plus dormir, parce que j'ai des rêves de ton père, comment il me regarde avec ses yeux morts. Et parce qu'à un moment, quelqu'un doit dire la vérité, même si c'est trop tard. » Il posa une clé USB sur la table. « Tout y est. Des preuves, des noms, des dates. Donne-le à l'avocat de ta mère. Donne-le à la police. Donne-le aux médias. Mais sois prudente, Sophie. Ces gens ont tué ton père. Ils n'hésiteront pas non plus à te tuer. » Puis il disparut, s'évaporant dans la foule comme s'il n'avait jamais existé. Sophie s'assit seule à la table, la clé USB dans sa main tremblante. La vérité était là, assez petite pour disparaître dans sa paume, mais assez lourde pour changer tout. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle savait aussi que c'était dangereux, mais elle était Sophie Fontaine, la fille d'un homme mort et d'une femme innocente, et elle ne cesserait pas de combattre. Pas maintenant, pas quand elle était si proche. Sophie accourut. Ses pieds martelaient les pavés du vieux Heidelberg, son souffle venait en brèves et douloureuses rafales. La clé USB était dans sa poche de veste, petite et discrète, et pourtant lourde comme une pierre. Elle avait essayé d'appeler Dr Fischer, mais son téléphone était éteint. Elle avait essayé d'appeler la police, mais on ne l'avait pas prise au sérieux. Une fille de 15 ans avec des histoires folles de conspiration et d'assassinats à la commande. Il l'avait traitée comme une enfant qui avait vu trop de policiers. Donc elle a couru vers le tribunal. C'était le dernier jour des débats. Aujourd'hui, les jurés prononceraient leur verdict. Aujourd'hui, il se déciderait si sa mère quitterait comme femme libre ou disparaîtrait comme meurtrière condamnée. Sophie savait qu'elle pouvait être trop tard. Elle savait que les portes du tribunal seraient fermées une fois que le procès aurait commencé. Elle savait que personne ne l'écouterait, pas même si elle forçait le passage, mais elle devait essayer, pour sa mère, pour la vérité, pour elle-même. L'escalier du tribunal semblait sans fin. Sophie montait 2 marches à la fois, ignorant les regards étonnés des passants. Devant elle se tenaient des journalistes, des équipes de caméras, des spectateurs. Elle se fraya un chemin à travers la foule, ignorant les cris, les questions, les mains qui essayaient de l'attraper. « Laissez-moi passer, j'ai des preuves. Je dois voir Dr Fischer. » Personne ne l'a entendue. Personne ne l'a prise au sérieux. Elle n'était qu'une fille, une adolescente en jeans et en sweatshirt à capuche, avec des cheveux désordonnés et des yeux paniqués. Les gardes de sécurité à l'entrée l'ont arrêtée. « Tu ne peux pas entrer d'ici, enfant. Le procès est déjà en cours. » « Mais j'ai des preuves.
Des preuves qui innocentent ma mère. S'il vous plaît, vous devez me laisser entrer. Le garde secoua la tête. Je suis désolé. Les portes sont fermées. Sophie essaya de se glisser devant lui, mais il était plus grand, plus fort. Il la tenait, pas brutalement, mais fermement. Elle lutta contre ses mains, lutta contre les larmes qui brûlaient dans ses yeux, lutta contre le désespoir qui s'enroulait autour de sa poitrine comme un étau. « S'il vous plaît, supplia-t-elle, s'il vous plaît. » Et puis, comme tout semblait perdu, une voix vint de derrière. « Laissez-la passer. » Sophie se tourna. Commissaire Eva Hartmann se tenait derrière elle, le visage grave, les yeux vigilants. « Cette jeune fille est sous ma protection, dit Hartmann. Elle me suivra à travers le tribunal. Maintenant. » Le garde hésita, mais seulement un moment, puis il s'écarta. Hartmann posa sa main sur l'épaule de Sophie et la guida à travers le contrôle de sécurité, le long du couloir, jusqu'à la porte de la salle d'audience. « Qu'as-tu trouvé » demanda Hartmann doucement. Sophie sortit la clé USB de sa poche. « Tout. La vérité sur mon père, sur Damien, sur Victor Kessler. Ma mère est innocente, commissaire. Je peux le prouver. » Hartmann prit la carte, l'examina un moment, puis elle hocha la tête. « Nous allons essayer, mais je dois te prévenir, Sophie. Il se peut que ce soit trop tard. » Elle ouvrit la porte du tribunal. À l'intérieur régnait un silence lourd. Un silence lourd d'attente. Les jurés étaient assis à leur place, leurs visages illisibles. Le juge Berger trônait derrière sa chaire, le visage comme taillé dans la pierre. L'avocate générale Reinhardt se tenait devant lui, les mains entrecroisées derrière son dos. Et le docteur Fischer était assis à côté d'Isabelle, sa mine tendue. Et Isabelle elle-même. Sophie vit sa mère et sentit son cœur se serrer. Isabelle était devenue encore plus mince au cours des dernières semaines, ses joues creuses, ses yeux cernés de lourdes ombres. Mais quand elle vit Sophie, quand leurs regards se croisèrent sur les têtes du public, quelque chose s'alluma dans ses yeux fatigués. L'espoir peut-être, ou simplement l'amour. Juge Berger leva la tête. « Commissaire Hartmann, qu'est-ce que cela signifie d'interrompre ainsi ?» Hartmann s'avança. « Honorable tribunal, je viens de recevoir une preuve matérielle qui pourrait être d'importance capitale dans cette affaire. Je demande une courte interruption pour examiner ces éléments de preuve. » L'avocate générale Reinhard Snoba dédaigneusement. « C'est inacceptable. La présentation des preuves est terminée. Les jurés ont délibéré. Nous sommes sur le point de rendre un verdict. » Juge Berger regarda de Hartmann à Reinhardt, puis à Fischer. Il était un juge expérimenté, un homme qui avait passé 30 ans sur le banc et avait tout vu. Mais même lui semblait incertain de comment gérer cette situation. « Maître Fischer, qu'en pensez-vous » Fischer se leva. « Honorable tribunal, ma cliente a maintenu son innocence depuis le début de ce procès. S'il y a de nouvelles preuves qui pourraient soutenir cette innocence, alors le tribunal a le devoir d'examiner ces preuves. Le droit à un procès équitable est un droit fondamental. Il se place au-dessus des préoccupations procédurales. » Berger garda le silence un moment. La salle attendait, retenant son souffle. Puis il secoua la tête. « Je suis désolé, la présentation des preuves est terminée. Les jurés ont rendu leur verdict. Il se trouve dans une enveloppe scellée devant moi. Les nouvelles preuves peuvent être présentées dans une procédure d'appel, mais pas plus dans cette instance. » Sophie sentit le sol s'effondrer sous elle. « Non, non, ce ne pouvait pas être. »« Mais, honorable tribunal, » protesta Hartmann. Berger leva la main. « Ma décision est prise, commissaire. S'il vous plaît, asseyez-vous. » Hartmann hésita. Puis, à contre-cœur, elle se retira. Elle pressa la main de Sophie. Une excuse silencieuse, une promesse silencieuse. Ce n'était pas fini. Ce ne pouvait pas être fini. Mais à ce moment, dans cette salle d'audience, c'était fini. Juge Berger se tourna vers les jurés. « Monsieur le président du jury, les jurés ont-ils rendu un verdict ?» Le président se leva. Un homme âgé, gris, discret. Ses mains tremblaient légèrement quand il ouvrit l'enveloppe scellée. Il tira une feuille de papier, la lut, puis regarda. « Oui, honorable tribunal, nous avons rendu un verdict. » La salle retint son souffle.
Isabelle ferma les yeux. Sophie agrippa le bras de Hartmann, cherchant du soutien dans un monde qui s'effondrait. Le président du jury se racla la gorge. Quant à l'accusation de meurtre de Laurent Fontaine, nous, le jury, jugeons l'accusée Isabelle Mercier. Une pause. Une éternité en un seul moment. Coupable. Le mot tomba comme un marteau. Il a retenti à travers la salle, a rebondi sur les murs, s'est enfoncé dans le cœur de Sophie comme un éclat de glace. Coupable. Isabelle ouvrit les yeux. Son regard était vide, comme celui d'une femme qui venait d'apprendre que sa vie était terminée. Elle regarda Sophie, forma un mot avec ses lèvres que personne ne pouvait entendre. Cela ressemblait à « je suis désolé ». La salle explosa. Les journalistes se levèrent, les caméras flashèrent, les voix se chevauchèrent. Le juge Berger frappa avec son marteau, encore et encore, mais personne ne l'écouta. Le chaos était trop grand. Les émotions trop brutes. Sophie restait au milieu du tumulte, incapable de bouger. Elle vit sa mère être emmenée, entendit les menottes cliquer, regarda Isabelle disparaître par une porte latérale. Elle vit le docteur Fischer, la tête entre les mains. Elle vit l'avocate générale Reinhardt réprimant un sourire triomphal. Et elle vit Damien Lacroix, debout à l'arrière de la salle, presque invisible dans la foule. Il regardait directement vers elle. Son visage était inexpressif, mais ses yeux disaient tout. Il savait ce qu'elle avait trouvé, il savait qu'elle connaissait la vérité, et il n'avait pas peur, parce qu'il avait gagné. Les semaines suivant le verdict passèrent comme dans un rêve. Isabelle Mercier fut condamnée à l'emprisonnement à perpétuité. Elle a été transférée à la prison des femmes de Schwäbisch Gmünd, une prison à 100 km de Heidelberg. Sophie pouvait la visiter une fois par mois, pendant 30 minutes, séparée par une vitre. Lors de sa première visite, Isabelle ne pleura pas. Elle sourit même, un sourire triste et fatigué qui brisa le cœur de Sophie. « Je suis désolée », dit Isabelle à travers le téléphone qui les reliait de part et d'autre. « Je suis tellement désolée que tu doives vivre ça. Tu n'as rien fait, maman. Je le sais, j'ai les preuves. » Isabelle hocha la tête. Je sais, docteur Fischer m'a tout raconté. Il travaille sur l'appel. Mais ces choses prennent du temps. Combien de temps? Isabelle hésita. Des mois, peut-être des années. Le système juridique fonctionne lentement, Sophie. Tu le sais? Sophie posa sa main contre le verre. Je vais me battre, maman, chaque jour, jusqu'à ce que tu sois libre. Je sais. La voix d'Isabelle se brisa. C'est la seule chose qui me garde vivante. Dr Fischer travaillait jour et nuit sur l'appel. Les preuves sur la clé USB étaient explosives. Des emails, des transactions financières, des photos de réunions secrètes, une même enregistrement audio dans lequel Victor Kessler donnait des instructions. C'était assez pour complètement relancer l'affaire. C'était assez pour envoyer Damien Lacroix et ses commanditaires en prison pour le reste de leur vie. Mais le système juridique fonctionne lentement. Si lentement. 3 mois après le verdict, Damien Lacroix fut arrêté. La police le trouva dans son appartement avec 50 000 € en espèces et un faux passeport. Il essaya de s'enfuir et fut blessé en résistant à la police. À l'hôpital, sous surveillance, il commença à parler. Il raconta tout, de Victor Kessler qui avait recruté Laurent Fontaine comme blanchisseur d'argent, de la tentative de Laurent de s'en aller, qui avait signé son arrêt de mort, du plan d'utiliser Isabelle comme bouc émissaire, un plan qui avait fonctionné depuis le début. Il avoua qu'il s'était approché d'Isabelle, que l'affaire avait été mise en scène, qu'il l'avait observée et manipulée. Il avoua qu'il était dans la maison du Philosophenweg la nuit du meurtre, qu'il avait entré par une fenêtre du sous-sol, tandis qu'Isabelle dormait. Il avoua qu'il avait pris le couteau, celui d'Isabelle, et qu'il avait égorgé Laurent tandis qu'il dormait. Il avoua tout. Mais un aveu n'est pas encore la liberté. La procédure d'appel doit être complétée, les demandes doivent être présentées, les juges doivent être convaincus. Le système juridique, eux qui avaient condamné Isabelle, devait maintenant admettre qu'il avait commis une erreur, et les institutions n'aiment pas admettre les erreurs. 6 mois après le verdict, un matin chaud de mai, Sophie s'assit à nouveau devant la vitre chez Schwäbisch Gmünd.
Isabelle semblait mieux, la couleur était revenue à ses joues, l'espoir avait rempli ses yeux. Le juge a approuvé la demande de réouverture du procès, dit Sophie. Dr Fischer dit que les chances sont bonnes que le procès soit annulé dans 3 mois. Isabelle hocha la tête. Je sais. Il m'a rendu visite hier. Comment te sens-tu? Isabelle réfléchit. Je me sens comme quelqu'un qui était dans un tunnel sombre et qui voit enfin un rayon de lumière. Mais j'ai peur, Sophie, peur que la lumière disparaisse. Elle ne disparaîtra pas, maman, je te le promets. Isabelle sourit, mais ses yeux restaient tristes. Tu as beaucoup fait pour moi, Sophie. Tu as montré plus de courage que je n'en ai jamais eu. Tu es une femme incroyable. Je suis ta fille. Oui. Isabelle posa sa main contre le verre, juste là où la main de Sophie était. Oui, tu l'es. 3 mois plus tard, Isabelle Mercier a été acquittée. La cour d'appel d'Heidelberg a annulé le jugement, basé sur les nouvelles preuves et l'aveu de Damien Lacroix. Victor Kessler a été arrêté et inculpé d'être l'instigateur du meurtre. Son réseau a été démantelé, des douzaines d'arrestations ont suivi. Isabelle a quitté la prison un matin gris de septembre, 9 mois après sa condamnation. Sophie l'attendait à la porte avec le docteur Fischer et la commissaire Hartmann. Quand Isabelle franchit la porte, Sophie se jeta dans ses bras. Elles se tinrent fermement, 2 femmes qui avaient perdu bien plus que quiconque ne pouvait le savoir. Mais elles avaient aussi trouvé quelque chose, la force, la vérité, l'une l'autre. « C'est fini », chuchota Sophie. « Maman, c'est fini. » Isabelle ne répondit pas immédiatement. Elle tint sa fille fermement et regarda derrière elle la prison, qui avait été son foyer pendant 9 mois. Puis, lentement, elle se dégagea. « Non, dit-elle doucement, ce n'est pas fini, ce ne sera jamais complètement fini. Mais nous avons survécu, et c'est assez. » Elles allèrent à la voiture, bras dessus, bras dessous. Le soleil perça les nuages, pour la première fois depuis des jours. Heidelberg attendait, avec ses rues sinueuses et son vieux pont et son château sur la colline. Une vie nouvelle attendait, difficile et incertaine, mais libre. Isabelle Mercier avait cru qu'elle était innocente. Et elle l'avait été. Mais le jury l'avait condamnée malgré tout, parce que l'innocence n'est pas suffisante dans une salle d'audience. Il fallait des preuves, il fallait des témoins, il fallait la chance que quelqu'un trouve la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Sophie Fontaine avait trouvé cette vérité. Une fille de 15 ans qui refusait d'abandonner, qui refusait de croire que sa mère était meurtrière. Elle avait combattu quand tous les autres avaient renoncé. Elle avait cherché quand tous les autres avaient détourné les yeux. Et finalement, elle avait gagné, mais le prix avait été élevé, 9 mois de prison pour une femme innocente, une réputation détruite qui ne serait jamais complètement restaurée. Une famille qui avait été déchirée et jamais complètement reconstituée. Laurent Fontaine était mort, assassiné par les gens en qui il avait confiance. Damien Lacroix passerait le reste de sa vie en prison. Victor Kessler lui emboîterait bientôt le pas. Et Isabelle et Sophie, elles continueraient à vivre. Différents qu'avant, cicatrisés et prudents, mais vivants. Le système juridique avait échoué. Il avait condamné une femme innocente basée sur des indices et des suppositions. Il s'était laissé tromper par une conspiration soigneusement mise en scène. Mais à la fin, il s'était aussi autocorrigé, lentement, à contre-cœur, mais finalement avec succès. Était-ce la justice ? Sophie ne le savait pas. Peut-être n'existait-il pas de justice parfaite dans un monde imparfait. Peut-être que le mieux qu'on pouvait espérer était un compromis, un équilibre approximatif entre la culpabilité et la punition, entre la vérité et le mensonge. Tandis que la voiture se frayait un chemin dans les rues de Schwäbisch Gmünd, en direction de l'autoroute, en direction de Heidelberg, en direction de l'avenir, Sophie se tourna et regarda la prison. Il devenait plus petit et plus petit, jusqu'à disparaître finalement derrière un virage. Elle se tourna à nouveau en avant. Sa mère était assise à côté d'elle, les yeux fermés, un léger sourire sur ses lèvres. « Maman ? Oui, mon cœur. Je t'aime. » Isabelle ouvrit les yeux.
Il brillait de larmes. « Je t'aime aussi, Sophie, plus que tout au monde. » Ils continuèrent, à travers un paysage qui se transformait lentement de l'été à l'automne. Les feuilles sur les arbres commençaient à changer de couleur, or et rouge et orange, un dernier éclat avant le long sommeil de l'hiver. C'était une fin, mais c'était aussi un début. Et parfois, c'était tout ce dont on avait besoin. Un nouveau départ, et le courage de l'utiliser.